Au début, l'Iran comptait sur une défense aérienne multicouche. Cela signifie qu'ils avaient des défenses à différents niveaux pour rendre plus difficile l'entrée de l'ennemi. Leur plan était que, si la défense avait suffisamment de profondeur, les États-Unis seraient obligés d'utiliser uniquement des avions furtifs comme le F-35 Lightning II et le B-2 Spirit. S'ils utilisaient d'autres avions, ils s'attendaient à ce qu'ils soient plus faciles à repérer et à abattre rapidement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Leur défense devient progressivement moins efficace, ce qui permet aux États-Unis d'agir plus librement, sans dépendre uniquement de la furtivité. Les États-Unis font déjà voler des AH-64 Apache et des A-10 Warthog à l'intérieur même de l'Iran. Ces appareils ne sont pas furtifs, ils sont lents et volent bas. Mais malgré cela, ils parviennent à entrer et à mener des attaques comme si rien ne les arrêtait. Mais avant de continuer, merci d'aimer cette vidéo, c'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Selon Pete Hegseth, le 26 mars, les Apache et les A-10 peuvent désormais opérer librement à l'intérieur de l'Iran et même dans le détroit d'Ormuz. Cela signifie que l'Iran n'a plus suffisamment de défense pour les arrêter. C'est aussi simple que ça. Si ces types d'avions peuvent entrer, cela signifie que la défense aérienne est déjà faible. On n'utilise pas ce genre d'appareil si l'ennemi est encore fort. Ce type d'appareil n'est utilisé que quand presque plus rien ne peut les arrêter. Et c'est ce qui s'est passé. À cause de l'opération Epic Fury et de l'opération Roaring Lion, la défense de l'Iran a été presque détruite. Selon Eyal Zamir des forces de défense israéliennes, jusqu'à 80% des défenses aériennes de l'Iran étaient hors service dans les premières 24 heures de l'attaque. Il ne restait plus grand-chose. C'est pourquoi maintenant, même de simples avions d'attaque peuvent entrer et attaquer directement. Avant, c'était difficile. Maintenant, ils peuvent le faire beaucoup plus facilement. Le problème de l'Iran en matière de défense aérienne n'a pas commencé seulement lors de l'opération Epic Fury ou de l'opération Roaring Lion. C'est un problème qui dure depuis longtemps. Dès le 12 décembre, il y avait déjà des rapports indiquant qu'il y avait de grandes failles dans la défense de l'Iran contre Israël et même contre les États-Unis. C'est l'ancien président de l'Iran, Hassan Rouhani, qui l'a dit directement. Selon lui, le ciel iranien est désormais sûr pour l'ennemi, et ils n'ont presque plus la capacité de l'empêcher. Il a ajouté que les pays voisins comme l'Irak, la Syrie, le Liban et la Jordanie sont déjà sous le contrôle des États-Unis et d'Israël en ce qui concerne l'espace aérien. Cela signifie que les positions des ennemis sont très proches, leur permettant d'entrer en Iran même avant le début de l'opération actuelle. Et ce n'est pas tout. Lors de l'opération Midnight Hammer en juin, qui a provoqué des combats entre l'Iran et Israël, de nombreuses défenses iraniennes ont été détruites en seulement quelques heures. Donc lorsque l'opération Epic Fury a commencé, la défense de l'Iran n'était vraiment plus opérationnelle. Selon le rapport d'Army Technology, il ne restait à l'Iran qu'environ 100 lanceurs de défense aérienne, et probablement tous ne sont même pas capables d'utiliser différents types de missiles dont ils ont besoin contre les États-Unis. Cela signifie qu'ils manquent tant d'équipement et de capacité. Et en quelques mois, ils n'ont pas pu retrouver leur force d'autrefois. C'est la raison pour laquelle des appareils comme l'AH-64 Apache et l'A-10 Warthog peuvent désormais entrer et effectuer des attaques directes. Si la défense de l'Iran était encore forte, cela n'arriverait pas. Par exemple, l'hélicoptère Apache serait une cible facile s'il y avait une défense adéquate. Il ne peut voler qu'à une altitude maximale de 20 000 pieds, c'est pourquoi il est à la portée de nombreux systèmes de défense aérienne, comme le S-300 que possède l'Iran. Un système comme celui-ci peut atteindre des cibles encore plus hautes, jusqu'à environ 19 miles d'altitude. Mais même si l'Iran possède ce genre d'équipement, ils ne parviennent pas à l'utiliser correctement. En résumé, ce n'est pas que les avions américains sont faibles, mais que la défense iranienne s'est affaiblie. La portée de 19 miles concerne la toute dernière version du S-300. Mais même avec une ancienne version, il peut toujours atteindre des cibles à une altitude supérieure à celle que peut atteindre l'AH-64 Apache. Donc si la défense de l'Iran fonctionne encore correctement, l'Apache ne devrait pas pouvoir entrer. Mais ils arrivent quand même à entrer. Cela signifie que la défense de l'Iran est vraiment affaiblie. Ce n'est peut-être pas totalement inexistant, mais ce n'est plus suffisant pour arrêter les États-Unis. Il est également vrai que toutes les défenses n'ont pas disparu. Il en reste encore, mais on ne sait pas clairement où elles se trouvent, ni à quel point elles sont encore efficaces. Selon Army Recognition, le vol de l'A-10 Warthog et de l'Apache au-dessus du détroit d'Ormuz est un signe que les États-Unis contrôlent déjà certaines zones dans les airs. Dans ces zones-là, ils peuvent se déplacer librement.
parce qu'ils parviennent à neutraliser les dernières défenses de l'Iran grâce au brouillage, aux attaques et au soutien des bases proches. Au fil du temps, ce ce contrôle s'étend encore plus. Aujourd'hui, c'est ainsi que ces avions sont utilisés. D'après ce qu'a dit Pete Hegseth, il se concentre souvent sur le détroit d'Ormuz. C'est parce que de nombreux navires passent par ici. Et c'est aussi ici que l'Iran utilise de petits bateaux rapides pour attaquer. C'est là que l'ADIX entre en jeu. L'ADIX Warthog a une structure très solide. Il peut voler à basse altitude et possède un canon puissant capable de détruire sa cible. Il peut rapidement neutraliser les bateaux d'attaque rapide de l'Iran. En termes simples, l'ADIX est parfaitement adapté à ce type de combat. Et comme la défense de l'Iran est déjà affaiblie, les États-Unis utiliseront l'ADIX non seulement en mer, mais aussi à l'intérieur de l'Iran pour attaquer différentes cibles. Il existe également une vidéo où l'ADIX Warthog utilise son canon pour détruire une base d'un groupe allié des États-Unis. Cela signifie que l'ADIX n'est pas seulement utilisé en mer, mais aussi sur terre. Lors d'autres attaques, il n'utilise pas seulement son canon. Il est également capable de transporter des missiles et des bombes qui peuvent être tirées à distance. Par exemple, il dispose de l'AGM-65 Maverick ainsi que de bombes guidées par laser et par GPS. L'avantage de cela, c'est qu'il peut attaquer même à distance de la cible, ce qui le rend plus sûr face aux défenses ennemies restantes. Il transporte aussi un AIM-9 Sidewinder. Il peut également abattre un drone ou même un vieil avion iranien. En d'autres termes, l'ADIX est flexible. Il peut être utilisé partout, selon les besoins. Oui, il a encore des faiblesses. Si la défense ennemie est forte, il peut aussi être facilement touché. Comme le S-300 mentionné précédemment, qui peut abattre ce genre d'appareil. Mais c'est là que le contrôle aérien des États-Unis entre en jeu. Tant que l'ADIX reste dans des zones contrôlées par les États-Unis et Israël, il devient une arme puissante capable d'infliger de lourds dégâts à la cible. En ce qui concerne le H-64 Apache, il n'est pas aussi flexible que l'ADIX, mais il reste tout de même très efficace. Il est équipé de missiles Hellfire et d'un puissant canon HN. C'est pourquoi il est adapté pour lutter contre les vedettes rapides de l'Iran. Il a encore un autre avantage. Il peut faire du vol stationnaire ou voler lentement. Ainsi, il peut surveiller et escorter les navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Il y a toujours un risque si la défense ennemie est forte, car un hélicoptère est plus facile à atteindre qu'un avion de chasse. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème. La raison est simple. L'Iran n'a plus la capacité suffisante pour les abattre. Toute la situation devient maintenant plus claire. Ce n'est pas seulement le nombre de défenses détruites qui révèle la faiblesse de l'Iran. Les preuves sont surtout visibles dans ce qui se passe réellement. Les États-Unis peuvent maintenant entrer dans l'espace aérien iranien et frapper presque sans opposition. Ils contrôlent désormais le ciel. Les attaques intenses des États-Unis continuent, menées non seulement par des avions furtifs. Cela inclut également le ADIX Warthog et le AH-64 Apache qui fournissent une puissance de feu continue, tandis que d'autres avions effectuent des frappes plus précises. Jusqu'au 25 mars, plus de 10 000 cibles ont déjà été touchées par les États-Unis à l'intérieur de l'Iran. C'est important là-bas. Ce qui compte, ce sont des espèces ce sont les cibles, pas seulement le nombre de bombes ou missiles. Cela montre qu'un grand nombre d'endroits ont été touchés. Ce n'est pas quelque chose que quelques avions seulement peuvent faire. Il faut ici une combinaison de différents types d'appareils. Ce sont les avions furtifs qui effectuent les frappes les plus précises. Pendant que des avions comme le ADIX et d'autres appareils puissants aident à maintenir la pression sur l'ennemi. Cela a un grand impact sur l'Iran. Les pertes de dirigeants se succèdent, y compris Ali Khamenei, qui a été l'une des premières cibles au début de l'opération. En même temps, selon les États-Unis, 92% des grands navires iraniens sont désormais hors service. Leurs lancements de missiles ont également diminué de 90% en raison des frappes continues sur leur site de lancement. Ce n'est pas seulement une partie de l'armée qui est touchée. Même les centres de commandement et les endroits où sont fabriqués les armes sont affectés. Cela signifie que non seulement leur capacité à attaquer est affaiblie, mais aussi leur capacité à planifier et à poursuivre le combat. Le ADIX Warthog joue également un rôle important dans tout cela. En mer, il agit aux côtés de l'Apache pour empêcher les bateaux rapides iraniens utilisés contre les navires. Sur terre, presque toutes les cibles sans défense suffisante peuvent être attaquées. Comme la défense de l'Iran est affaiblie, il leur devient plus facile d'attaquer directement. Surtout les endroits d'où sont lancés les missiles.
Selon The Washington Post du 29 mars, pas moins de 29 sites de lancement de missiles en Iran ont été complètement détruits depuis le début de l'opération. Cela a eu un grand impact car c'est la raison pour laquelle le nombre d'attaques de missiles de l'Iran a soudainement diminué ces dernières semaines. Dans l'ensemble, les États-Unis ne se contentent pas d'attaquer. Ils éliminent progressivement la capacité de l'Iran à riposter tout en maintenant le contrôle de la zone. Ainsi, l'opération peut se poursuivre sans interruption. Les États-Unis ne frappent pas seulement les sites de lancement de missiles. Ils détruisent également les endroits mêmes où sont fabriquées les pièces des missiles balistiques iraniens. L'Iran dispose d'un réseau complet pour cela, et il est géré par le ministère iranien de la Défense et le corps des gardiens de la Révolution islamique. À ce jour, 4 des sites les plus importants de ce réseau ont déjà été frappés par les États-Unis. Cela inclut Sharoud, Parchin, Kajir et Hakimiyaf. Ces sites produisent du carburant pour les missiles. Donc peu importe la qualité d'un missile, s'il n'a pas de carburant, il ne peut pas être utilisé. C'est pourquoi ces sites sont des cibles de choix. Comme la défense de l'Iran est déjà affaiblie, différents avions américains peuvent désormais pénétrer, y compris la Dix Warthog, pour attaquer directement ces sites avec des bombes et des armes à longue portée. Le rôle de l'ADIX devient encore plus clair ici. Il n'est pas seulement utilisé maintenant, il semble qu'il ait aussi été impliqué dès les premiers jours de l'offensive américaine, là où les défenses restantes de l'Iran ont été attaquées. Selon Army Recognition, la première phase de l'offensive américaine est cruciale pour prendre le contrôle de l'espace aérien. C'est pourquoi maintenant, des appareils comme le ADIX et l'Apache peuvent se déplacer librement. Au début de l'opération Epic Fury, ce sont les avions furtifs comme le F-35 Lightning II, le B-2 Spirit et le F-22 Raptor qui ont été utilisés en premier. Ce sont eux qui sont entrés sans être immédiatement détectés et ont frappé des cibles importantes. Mais ce n'est pas tout. Voici ce que les États-Unis ont fait. Ils ont accompagné cela d'attaques cybernétiques et de guerres électroniques. Cela signifie qu'ils ne se contentent pas de détruire les défenses. Ils affaiblissent aussi leur capacité à fonctionner. Ils ont fait cela en interférant avec les radars et les capteurs de l'Iran. Ils ont utilisé différentes méthodes. Cela inclut des avions comme l'UE-18 Growler capables de brouiller les signaux ennemis. À cause de cela, il y a eu des moments où la défense de l'Iran s'est affaiblie dans certaines zones. Et à ces moments-là, les États-Unis pouvaient pénétrer et lancer des attaques plus facilement. Pour faire simple, les États-Unis n'ont pas seulement utilisé la force. Ils ont combiné la technologie, le timing et différentes méthodes d'attaque pour affaiblir progressivement la défense de l'Iran, jusqu'à ce qu'elle n'ait pratiquement plus les moyens d'arrêter les attaques. En raison des cyberattaques et de la guerre électronique combinée des États-Unis, il y a eu des moments où la défense de l'Iran s'est affaiblie. Cela ne veut pas dire qu'elle a complètement disparu immédiatement, mais il y a eu des moments où elle ne fonctionnait pas correctement. Et c'est précisément à ces moments-là que les États-Unis sont intervenus. C'est là qu'ils ont commencé à utiliser la Dix Warthog et, plus tard, même la AH-64 Apache. Ce qu'ils faisaient était simple mais efficace. Ils entraient, frappèrent la cible et ressortaient immédiatement avant que la défense iranienne ne puisse réagir. Ce n'est pas arrivé qu'une seule fois. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. C'est pourquoi la défense restante de l'Iran s'est progressivement épuisée. Il y a une autre possibilité qui explique encore mieux la situation. Alors que la défense s'affaiblissait à cause des attaques cybernétiques et électroniques, l'ADIX a également été utilisée pour détruire directement les unités de défense aérienne restantes. Cela signifie que pendant que les radars et les capteurs de l'Iran étaient aveuglés ou affaiblis, c'est à ce moment-là qu'ils ont été attaqués. Il y a une certaine ironie là-dedans. Les avions que les défenses aériennes iraniennes auraient dû pouvoir abattre sont justement ceux qui ont fini par détruire complètement ces mêmes défenses. Et maintenant, la situation est différente par rapport à avant. Les A-10 et les Apaches peuvent désormais voler librement à l'intérieur de l'Iran. Ils ne sont plus facilement arrêtés. Cela signifie que les États-Unis n'ont pas seulement assez de contrôle aérien pour attaquer, mais qu'ils dominent presque totalement l'espace aérien. Certains experts disent que cela va au-delà d'un simple contrôle. L'un d'eux est David Petraeus, qui a également dirigé le Sénat des États-Unis. Selon lui, actuellement, la défense de l'Iran contre les avions n'est pas vraiment un problème, tant qu'ils ne volent pas trop bas. Cela signifie que les États-Unis sont désormais capables d'envoyer des avions et de poursuivre des attaques continues. Mais même dans cette situation, il reste encore une certaine prudence. Toutes les menaces n'ont pas encore disparu. Il reste encore des soldats armés de mitrailleuses et d'armes tirées à l'épaule. Même si ce n'est plus aussi puissant que leur défense d'avant, cela peut encore causer des dégâts si les avions ne font pas attention.
Ainsi, dans leur déclaration officielle, les États-Unis préfèrent dire qu'ils ont la supériorité aérienne plutôt que le contrôle total. Mais si l'on regarde ce qui se passe réellement, il n'y a presque plus rien qui les arrête. À part quelques petites menaces, les États-Unis peuvent envoyer presque n'importe quel appareil au-dessus de l'Iran sans être intercepté. La plus grande réussite de l'Iran en réponse a été d'endommager un E-3 Sentinelle, mais ce n'était pas dû à un tir direct du système de défense aérienne. Cela s'est produit parce qu'une base en Arabie Saoudite a été touchée par un missile. Pour faire simple, ils ne sont pas capables d'abattre les avions américains lorsqu'ils sont en vol. En résumé, la situation est claire. Selon Frank McKenzie, les États-Unis atteignent déjà leurs objectifs. Et d'après tout ce qui se passe, tu peux voir pourquoi. Selon Frank McKenzie, les États-Unis disposent d'un plan de longue date qu'ils mettent désormais en œuvre de façon continue. Le plus important, c'est qu'ils ont affaibli la défense aérienne de l'Iran, au point qu'on peut dire qu'ils contrôlent presque le ciel sur une grande partie du pays. Grâce à cela, ils ont eu l'occasion de passer à l'étape suivante. Ils ne se contentent plus d'attaquer, mais cherchent activement à localiser et à détruire les missiles balistiques de l'Iran. Il n'est pas le seul à l'avoir dit. Il y a un autre ancien chef du commandement central des États-Unis qui a également utilisé le terme « suprématie aérienne » au lieu de « supériorité aérienne ». Cela signifie que même si les dirigeants actuels des États-Unis ne l'ont pas encore dit directement, il y a des experts qui pensent qu'ils ont presque un contrôle total de l'espace aérien. Et c'est ici que commence le prochain changement dans la bataille. Les attaques des États-Unis depuis les airs vont continuer, mais elles ne seront plus aussi nombreuses qu'au cours des premiers jours. Ce n'est plus nécessaire car la plupart des cibles majeures iraniennes ont déjà été touchées. Ils se concentrent maintenant sur les dernières cibles importantes. Cela inclut les endroits où ils lancent, cachent et fabriquent des missiles balistiques. Et c'est là que le ADX Warthog redevient important. Parce qu'il peut attaquer à distance avec les armes qu'il transporte, il peut entrer dans les zones sûres de l'espace aérien contrôlées par les États-Unis, frapper la cible et revenir immédiatement. Il n'a plus besoin de rester longtemps dans une zone dangereuse. Pendant ce temps, d'autres A-10 et AH-64 Apache se concentrent sur le détroit d'Ormuz. Là-bas, ils affrontent les bateaux rapides iraniens utilisés pour empêcher le passage des navires. Selon The Wall Street Journal, ces deux appareils sont essentiels dans la lutte dans le détroit d'Ormuz, et ils sont la principale raison pour laquelle des opérations sérieuses y a commencé. Mais cela ne va pas se terminer immédiatement. Il pourrait falloir plusieurs semaines pour débarrasser complètement la zone des sites de missiles, des bateaux et autres équipements iraniens. Selon Duncan, les A-10 et les Apaches sont concentrés sur le côté sud du détroit. Les États-Unis ne sont pas les seuls à agir ici. Leurs alliés utilisent également des Apaches pour abattre les drones qui n'attaquent qu'une seule fois. Lorsque tu combines les A-10, les Apaches et d'autres avions de chasse, tu peux voir à quel point la force des États-Unis est puissante dans la région. Il devient plus dangereux pour l'Iran de continuer à bloquer le détroit d'Ormuz, mais malgré cela, il n'est pas encore complètement ouvert. Il y a encore quelques navires qui peuvent passer, mais très peu. Donald Trump a donné un délai jusqu'au 6 avril pour qu'il soit complètement ouvert par l'Iran. Donc dans les prochains jours, il est probable qu'il y aura encore plus d'attaques de la part des A-10 et des Apaches. Et chacune de ces attaques rappelle à quel point la force des États-Unis est puissante dans ce conflit. La plus grande question maintenant est de savoir si l'Iran va répondre aux exigences de Donald Trump. Si oui, on pourra dire que le ADX Warthog et l'Apache ont accompli leur mission. En raison des attaques continues, la capacité de l'Iran dans le détroit d'Ormuz a diminué au point qu'il ne lui reste plus beaucoup d'options, si ce n'est de se retirer. Mais si l'Iran ne se rend pas et continue de bloquer le détroit, des mesures plus sérieuses seront prises. Les États-Unis pourraient alors envoyer des soldats au sol. C'est là que les cibles dont on parle depuis longtemps entreront en jeu. Ils pourraient viser les îles du détroit d'Ormuz ou bien l'île de Kharg, qui est l'une des sources de revenus les plus importantes de l'Iran. Si ces endroits sont touchés, ce ne sera pas une simple attaque. Cela aurait un grand impact sur la capacité de l'Iran à poursuivre le combat, surtout en ce qui concerne l'argent et le contrôle maritime. Et il est important de rappeler que ce n'est pas un plan improvisé. Les États-Unis préparaient ce genre d'opération depuis longtemps. Cela signifie que si jamais il devient nécessaire d'envoyer des soldats au sol, ils sont déjà prêts pour cela. Au fil du temps, il devient de plus en plus clair que la situation sur le terrain n'est plus la même qu'au début.
Avant, les deux camps étaient incapables d'attaquer et de se défendre en même temps. Mais maintenant, on voit mieux qui a le contrôle de la situation. Pour l'Iran, chaque jour est de plus difficile, non seulement à cause des attaques, mais aussi de la difficulté à se rétablir rapidement. Ce qui est endommagé n'est pas remplacé immédiatement. Perdre une capacité demande plus de temps pour la récupérer et ralentit la prise de décision. Au lieu d'agir immédiatement, ils préfèrent attendre et observer d'abord. Mais pendant qu'ils font cela, les États-Unis continuent d'agir. De l'autre côté, les mouvements des États-Unis deviennent plus contrôlés. Ils n'ont pas besoin de se presser. Ils sont capables de choisir le bon moment et la bonne cible à attaquer. De cette façon, l'équilibre du combat change progressivement. Ce n'est pas un changement soudain. C'est plutôt un transfert progressif du contrôle d'un côté à l'autre. Et à mesure que cela continue, il devient de plus en plus clair vers où la situation se dirige. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, il devient de plus en plus clair que le combat n'est pas terminé. Il y a encore des étapes à venir qui peuvent changer la situation à tout moment. Dans une telle situation, on peut aussi voir l'effet sur la planification des prochaines étapes. Il n'est plus aussi facile pour l'Iran de prendre des décisions rapides. Ils doivent bien réfléchir à chaque action, car chaque action peut être immédiatement visée. Si la décision est trop lente, ils prennent du retard sur le cours des événements. Mais s'ils se précipitent, il y a un risque de commettre des erreurs. À cause de cela, ils ont du mal à trouver le bon équilibre. Cela a aussi un effet sur le mouvement des équipements. Ils ne peuvent pas simplement déplacer du matériel ou des armes sans être remarqués. Même un simple déplacement doit être soigneusement planifié pour éviter le danger. De l'autre côté, les mouvements des États-Unis sont plus contrôlés. La direction est plus claire et les décisions sont prises plus rapidement. Grâce à cela, leurs actions sont plus continues et mieux organisées. De cette manière, la situation change progressivement. Ce n'est pas soudain, mais le changement devient de plus en plus évident avec le temps. Et chaque jour qui passe, il devient plus clair qui a le plus de contrôle sur ce qui se passe. Pour l'instant, l'effet des attaques ne se voit pas seulement sur les grandes cibles. Même les activités quotidiennes à l'intérieur de l'Iran sont déjà affectées. Cela ne se voit pas immédiatement, mais on le perçoit dans les mouvements des personnes et des équipements. Lorsqu'une route, un pont ou un bâtiment est endommagé, ils ont du mal à transporter des fournitures et du matériel. À cause de cela, il faut plus de temps pour que les fournitures et autres équipements nécessaires arrivent à destination. Même s'il reste des armes ou du matériel, leur utilité devient limitée s'ils n'arrivent pas au bon endroit au bon moment. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir quelque chose si tu ne peux pas l'utiliser quand c'est nécessaire. Cela a aussi un impact sur la transmission des ordres. Lorsqu'il y a un problème de communication, le flux d'informations ralentit. Même si le plan est clair, si les ordres arrivent en retard, cela affecte les actions de ceux qui sont sur le terrain. Petit à petit, ces problèmes s'accumulent. Ce n'est peut-être pas un grand événement en soi, mais lorsqu'on les additionne, cela a un impact important sur l'ensemble. De l'autre côté, les mouvements des États-Unis sont plus organisés. Le flux d'informations est plus rapide et la direction de leurs actions est plus claire. À cause de cela, leurs actions deviennent plus organisées. La force n'est pas le seul critère lors d'un affrontement, agir vite et de façon organisée compte aussi. Au fil des événements, il devient de plus en plus clair que le combat ne se mesure pas seulement au rythme. Et lorsqu'ils sont touchés, cela se voit aussi à quel point il est difficile pour un camp de maintenir le bon déroulement de leurs opérations. Quand la situation devient chaotique, il est plus difficile de la rétablir. Les capacités subsistent, mais leur efficacité baisse car elles sont mal utilisées. C'est pour cela qu'on comprend mieux pourquoi la pression continue sur l'Iran. Ce n'est pas seulement à cause des attaques, mais aussi parce qu'ils ont du mal à agir efficacement. Au final, il leur devient plus difficile de ramener la situation à ce qu'elle était auparavant.